Bonsoir madame, bonsoir messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de notre émission. Point de vue ce soir co-animé en compagnie de mon confrère Tamboué de B1 Télévision. Merci de vous être associé à nous. Bonsoir, cher Oscar. Merci. J'ai toujours admiré Oscar et aujourd'hui je partage ce plateau avec vous. Voilà, très enchanté. Et nous recevons ensemble Monsieur Dieudonné Bifoumane Nsompi. C'est un habitué de ce plateau, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'il est avec nous dans cette émission. Je rappelle qu'il est juriste, fiscaliste de surcroît et auditeur interne. Vous êtes spécialiste en audit interne. En audit interne. Alors, à votre actif, plusieurs ouvrages et articles à caractère économique. Et tout récemment, vous avez publié un article très intéressant dans un journal de la place, à savoir les causes de l'échec des programmes du Fonds monétaire international en Afrique, et vous proposez des pistes et des solutions. Alors, cette dernière publication étant très importante pour nous les Congolais, nous avons jugé, au fait, saisir la balle au bon pour pouvoir approfondir avec vous, d'autant plus que la RDC aujourd'hui est en programme avec le Fonds monétaire international. Alors, le FMI, vous avez été inspiré par la question, vous avez approfondi, nous vous avons lu, et dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Alors, dites-nous d'abord, M. Dieudonné, dans quelles circonstances est née en fait, cette institution, le Fonds monétaire international, et surtout pour quel besoin a-t-elle vu les jours? Ok, merci beaucoup d'abord pour l'invitation et pour la parole que vous m'accordez. Effectivement, quand le Fonds monétaire international était né, nous n'étions pas encore nés. Nous, je parle aujourd'hui. C'est pour dire que ce sont nos parents. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que toute crise apporte toujours des idées. Quand il y a une crise, à la fin de la crise, il faut des nouvelles idées. Et nos papas de l'époque avaient réfléchi en disant, le monde vient d'être en guerre. Il y a une crise financière, une crise économique. Qu'est-ce qu'il faut pour que sur le plan international, on puisse gérer toutes ces choses-là? Parce que sur le plan politique, on a créé les Nations Unies. Vous savez qu'avant, il y avait la Société des Nations. Société des Nations, oui. Mais qui n'avait pas bien géré la situation du monde et on a vécu cette crise. C'est ainsi que, du côté politique et sociologique, on a créé l'ONU. Mais sur le plan financier et économique, on a créé ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, vers les années fin 1944. Alors, maintenant, il y a la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La Banque mondiale concerne les gros financements pour le développement, et ainsi de suite. Ça, c'est la Banque mondiale qui peut aussi prêter l'argent, qui peut emprunter. C'est-à-dire, quand la Banque mondiale a besoin d'argent, elle peut aller dans une autre banque emprunter. Parce qu'elle a pour vocation d'aider les États à se développer. Mais par contre, le Fonds monétaire international, lui, n'a pas cette vocation-là. Lui, c'est plus gérer, stabiliser le commerce international. Un pays peut avoir un déficit sur le plan commercial. Pour corriger sa balance de paiement, le Fonds monétaire peut l'aider. Donc, c'est plus du côté équilibrage de la balance de paiement. Peut-être, vous voulez exporter d'une façon ponctuelle. Vous avez besoin de devises. Les fonds monétaires vous aident pour équilibrer tout simplement cette balance de paiement. C'est ça la vocation première, pour qu'il n'y ait pas de pays asphyxiés ponctuellement. Oui, mais il y a une question, mais où est-ce qu'elle trouve ces ressources? Où est-ce qu'elle puise ces ressources-là? Toutes ces institutions, toutes ces institutions. Oui, les institutions ont des membres. Les membres cotisent et puis le Fonds monétaire peut demander à la Banque mondiale, elle peut aller à la Banque mondiale pour demander des fonds qui peuvent aider un pays pour une finalité quelconque, ou même un État. C'est-à-dire, les fonds monétaires peuvent vous aider à dire, bon, Belgique, aider le Congo parce qu'il a un problème tel. Donc, les fonds monétaires font cette négociation, vous aide à équilibrer cette balance tout simplement ponctuelle. C'est pratiquement un dépannage. Alors,
Mais la vocation des programmes, comme on les a connus, le programme d'ajustement structurel, ça n'a pas commencé avec le Fonds monétaire. Il est arrivé à un moment où le besoin se fait sentir. C'est la crise des années 80. Parce que vers les années 70, les pays s'endettaient beaucoup. Pour prendre le cas par exemple, de notre pays, le Congo s'était beaucoup endetté vers les années 70. Parce que les banques, sur le plan international, avaient beaucoup de liquidités. Oui, justement, l'RDC avait déjà connu des programmes comme ça avec le FMI. Ça, c'est après. C'est vers les années 80. C'est-à-dire vers les années 73, 70, surtout 73, quand l'OPEP était créé. Parce que quand l'OPEP était créé, les États arabes, membres de l'OPEP, commençaient à fixer leurs prix et ils avaient encaissé beaucoup d'argent. Et cet argent était placé dans des banques. Maintenant, les banques, pour fonctionner, doivent prêter aussi cet argent à ceux qui en ont besoin. C'est ainsi que beaucoup d'États s'endettaient facilement. Vous avez besoin de payer vos fonctionnaires, on est le 20 par exemple du mois, le 31 on doit payer, mais vous n'avez pas l'argent. Un coup de fil, telle banque vous prête l'argent. Donc l'emprunt était facile sur le plan international. Et beaucoup de pays s'étaient endettés. Beaucoup alors. Maintenant, les premières échéances pour rembourser cet argent, c'était vers les années 80. Ah oui. Exact, et précisément en 82. Et là, on avait déjà des pays surendettés. Les pays déjà surendettés. Maintenant, en 82, les premières grandes échéances commençaient. Les banques se sont dit, bon, nous avons prêté l'argent, ils doivent nous rembourser. Mais en 82, c'est là où il y a eu une grande secousse sur le plan international. Parce qu'on attendait le Mexique. Parmi les pays emprunteurs qui étaient crédibles, qui pouvaient facilement rembourser, il y avait le Mexique, entre autres. Mais le Mexique, avec sa première échéance, qui dit « Moi, je ne saurais pas payer ». Alors ça secouait toute la finance internationale. C'est ce que les banques disent. Mais si le Mexique, qui est crédible, dit qu'il ne peut pas payer, et a fortiori les autres... Alors, constatez, monsieur Dedenet, à votre disposition. Une question, monsieur Bifoumalou. J'ai lu votre article et déjà, au sommaire, vous avez une position aussi tranchante disant que le programme du FMI connaît toujours des échecs. Mais vous reconnaissez au moins dans votre discours de tout à l'heure que le FMI apporte une technicité dans la gestion, la gouvernance des finances des États. Est-ce qu'on peut aussi dire que déjà sur le plan théorique, le FMI n'apporte rien aux États? Non, là nous ne sommes pas encore dans les programmes. Toute cette histoire, les programmes ne sont pas encore là. Maintenant, quand en 82, les États déclarent qu'ils ne peuvent pas rembourser la dette, ça crée une crise internationale sur le plan finance. Parce que les banques doivent recouvrer leur argent pour donner aussi aux autres. C'est ainsi qu'à partir de 82, les banques commencent à dire, bon, dans ce cas, je ne prête plus. Or, ne plus prêter, c'est que la banque va tourner au ralenti et les emprunteurs auront des difficultés. Et là, on pourrait vivre une autre catastrophe. Parce que les États veulent régler certaines choses, mais les banques disent, nous, on ne donne pas. Alors que c'est nécessaire que le pays ait de l'argent. Et puis, ceux qui doivent payer, ils ne doivent pas mourir. Un débiteur ne doit pas mourir. Il doit continuer à vivre pour qu'il vous rembourse. C'est ainsi que l'imagination internationale a fait que non, banque, vous, Fonds monétaire, aidez-nous sur le plan international. Si un pays veut s'endetter, parce qu'on ne peut pas refuser de donner l'argent. Et là, c'était beaucoup plus les pays du tiers-monde, et plus spécialement les pays africains. Non, pas nécessairement les pays africains. Plus, bon, parlons des pays du tiers-monde, effectivement, parce que même en Amérique latine... Oui, c'est le concept qui était à la mode à ce moment-là, le tiers-monde. Alors, maintenant, quand les États, comme les banques, ont sollicité disons, l'aide du Fonds monétaire pour régler cette affaire, c'est ainsi que le Fonds monétaire dira, bon, dans ces conditions, comme vous ne pouvez pas priver aux États de vivre, il faut toujours leur donner un peu d'argent. Moi, Fonds monétaire, je me porte fort. C'est un concept juridique, c'est porter fort. Pour que j'aide, disons, j'équilibre un peu les choses.
Je ne dois pas sacrifier les banques ni les États. Et que tout devrait passer par... Maintenant, il faut passer par les fonds monétaires. Vous avez besoin d'argent? Oui. Bon, passez par les fonds monétaires qui vont étudier avec vous certaines modalités. Et c'est le fonds monétaire qui dira aux banques, prêtez autant à tel. Comme ça, la banque, en prêtant à cet État-là, sait que le fonds monétaire va m'aider aussi à rentrer dans mes droits. C'est Oui, ça la philosophie. Oui, c'était la caution à ce moment-là. Même pas une caution, mais voilà, une caution morale. Oui, une caution morale. Voilà, une caution morale auprès des banques. Parce que là, quand la banque sait que le fonds monétaire est là, Et là, oui. donc je peux donner l'argent. Moi, je ne veux pas me tracasser pour dire tel pays, suivre les activités de tel pays. Le fonds monétaire va m'aider à faire ça. Et le fonds monétaire étudier le dossier Bon, maintenant, c'est là où en on commence. apportant une certaine technicité aux États. Voilà, maintenant, c'est là que... Ce qui n'a pas aussi échoué. Voilà, c'est là où commence maintenant le problème. Le fonds monétaire arrive, il dit oui, je veux commencer à m'intéresser à ces dossiers. Les premiers types de programmes que le fonds monétaire a proposés, c'était les programmes de stabilisation. Parce qu'on a constaté, quand ils ont étudié la situation des États, ils disent non, ce sont des États endettés, ils dépensent plus que leurs recettes, donc il faut stabiliser le budget, avoir des recettes équilibrées aux dépenses. Alors maintenant, quand ils vont faire les calculs, ils constatent que du côté dépenses, il y a toujours quelque chose de plus. Bon, on vous aide à stabiliser le budget. S'il faut qu'on vous ajoute 500 millions pour stabiliser votre budget, on vous donne les 500 millions. Comme ça, au moins, nous avons un programme de stabilisation. Mais ils se sont rendus compte très rapidement que vous stabilisez la situation. Là, c'est la compression des dépenses. Il faut maîtriser les dépenses. Alors qu'il y a certaines dépenses incompressibles dans les États, d'une façon réelle. Ce n'est pas par mauvaise foi ou par mauvaise gestion des dirigeants, mais ce sont des dépenses incompressibles. Et sur le plan social, la situation ne changeait pas. Alors maintenant, ils se sont dit, bon, si on se limite seulement à stabiliser, à bloquer les dépenses, ne dépensez plus pour ceci, ne faites plus pour cela. Mais il y a des gens qui vont pleurer. Alors maintenant, on dit non. Ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas. Il ne suffisait pas seulement de stabiliser, mais il faut aider aussi les pays à ajuster certaines choses. C'est-à-dire, ils stabilisent les dépenses, mais il y a des domaines qu'il faut régler, donc il faut ajuster. C'est ainsi que le deuxième type de programme est arrivé, qu'on a appelé les programmes d'ajustement, tout court. Programme d'ajustement. Donc, on stabilise et on vous aide à ajuster certains petits aspects. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y avait toujours des problèmes. On s'est dit, mais quand vous ajustez les petites choses, mais c'est structurel, c'est-à-dire c'est dans le corps même des États. Donc il faut s'attaquer à ces structures. Mais c'est des experts qui étaient déconnectés au fait des réalités nationales. Mais justement. Mais ça ne pouvait pas tenir. Mais justement, maintenant c'est là où on évolue. Troisième type de programme, on dit non, tout en les aidant à stabiliser, on ajuste là où on doit ajuster, mais il faut des gros ajustements, parce qu'il faut des ajustements qui concernent les structures. Oui. C'est ainsi qu'on les a appelés, troisième catégorie de programmes d'ajustement structurel. Qui durent dans le temps? Non, effectivement, il y avait des délais, parce que c'était des programmes, parfois vous dites, triennales. Alors, maintenant, malgré l'existence de ces programmes, ça n'a pas marché. Non, mais ne niez pas quand même le fait que ce programme-là a aidé les États à amorcer des réformes. Ça dépanne. Ça dépannait. C'est-à-dire, or, l'objectif, ce n'est pas le dépannage. L'objectif, c'est reculer, parce que parmi les attributions du Fonds monétaire, reculer la pauvreté. Et même la Banque mondiale, il faut éradiquer la pauvreté. Donc, l'aspect pauvreté intervient. Mais est-ce que le programme de stabilisation ou d'ajustement tout court ou d'ajustement structurel a reculé la pauvreté? La réponse est non. D'ailleurs, il y a même eu, par exemple, un pays comme l'Argentine, qui était qualifié du meilleur élève du Fonds monétaire, qui appliquait scrupuleusement les recommandations du Fonds monétaire. Mais vers les années 2000, c'était la catastrophe. Non, mais la pauvreté, c'est peut-être au niveau de la masse des populations, mais s'il faut parler du fonctionnement des services des États, des services qui gèrent
les domaines économiques et de la finance, on peut dire que le Fonds monétaire international a quand même apporté en termes de réformes. C'est comme chez nous aussi, on parle de la Banque mondiale, de la Banque centrale du Congo qui a connu cette réforme aujourd'hui qui a permis à ce que l'État bénéficie de plus d'1 milliard de dollars qui n'a jamais bénéficié. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en quelque sorte, c'est un succès d'une part de l'État, mais aussi d'une grande institution financière comme le FMI qui vient au secours d'un État aussi pauvre? Oui, c'est-à-dire, on ne dit pas que l'apport du FMI est nul. Non, ça ne peut pas oser dire ça. Même nous, si nous permettons à critiquer le Fonds monétaire, ce n'est pas pour tuer le Fonds monétaire, non. C'est pour apporter les idées et améliorer les rendements du Fonds monétaire. C'est dans ce sens-là que nous évoluons. Parce que du point de vue importance, on ne peut pas nier l'importance du Fonds monétaire. Du point de vue apport, si on doit voir, est-ce qu'il y a quand même eu des bonnes choses? Il y a quand même eu des bonnes choses. C'est ainsi qu'on parle de... C'est un bon dépannage. Si aujourd'hui on parle de la Direction générale des impôts... Un dépannage dans le temps... Qui vous aide seulement à... Mais ce n'est pas consistant pour dire que non, nous avons maintenant entamé le processus réel du développement. Jusque-là, ces programmes, partout où on les a vécus, parce qu'il y a même une 4e catégorie, mais qui n'a pas fait long feu, qui était réservée à quelques États tout simplement en grande difficulté. On a appelé ça programme d'ajustement structurel renforcé. Bon, alors, on évolue au-delà de cet aspect historique. Évidemment, c'était important. Mais parlons maintenant de la conditionnalité. Mais il semble que partout où le FMI passe, dont il laisse derrière lui des pays trop endettés, la misère qui s'installe, et puis souvent c'est la grogne sociale. Mais voilà, nous partons de ce constat-là. S'il n'y avait pas ce constat, on ne pouvait même pas justifier une telle réflexion. Donc, les fonds monétaires passent, les gens se plaignent. Ça signifie quoi? Qu'on n'a pas atteint les résultats escomptés. Voilà. C'est ça le constat général. Et là, aucun expert, soit-il du fonds monétaire, ne peut dire que non, et là, on a satisfait tout le monde. Non. On doit reconnaître cette faille-là. Mais maintenant, quand on reconnaît cette faille, maintenant, chacun se met par rapport à sa spécialité. Moi, si je me mets sur le plan juridique, en tant que juriste, je ne peux pas émettre une telle critique. Pas, je dirais que non. Et le Fonds monétaire est une institution qui a ses lois, dont ses principes, et puis la conditionnalité dont vous parlez. Mais c'est elle qui les dicte. Oui, mais les pays membres sont là pourquoi? Mais le Fonds monétaire est une personne pour ce genre morale. de choses. Oui, mais d'accord, mais les pays membres devraient réagir face à des situations trop rigoureuses qui les laissent longtemps dans la misère comme ça. Mais justement, c'est là où nous devons évoluer. On ne doit pas seulement se mettre à critiquer. Oui. Sur le plan juridique, je dis que si je me mettais seulement sur le plan purement juridique, je n'ai pas beaucoup de critiques à formuler, parce qu'il y a d'un côté le Fonds monétaire avec ses principes, et de l'autre côté un État, Fonds monétaire personne morale, État personne morale, ils collaborent, ils s'entendent, donc juridiquement, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un a mal négocié, ce n'est pas un problème juridique, mais c'est son problème. Je me suis dit sur le plan fiscal, en tant que fiscaliste, spécialiste en fiscalité, est-ce qu'il y a des choses à reprocher au Fonds monétaire par rapport à son programme? Même si le Fonds monétaire, parfois, exige qu'il n'y ait pas trop d'exonération, tout ceci. Mais au moins, sur les fonds, sa réflexion n'est pas mauvaise non plus sur le plan fiscal. Parce qu'elle nous aide à bien voir quel domaine peut être porteur des recettes. Ça, c'est une étude que le Fonds monétaire fait aussi. C'est comme chez nous, au pays, nous avons ce qu'on appelle la direction des grandes entreprises. C'est une direction qui existe grâce aux réformes proposées par le Fonds monétaire. Donc, il y a eu quand même des bonnes choses sur le plan fiscal, même s'il y a des choses à redire, mais dans l'ensemble, on n'a pas à émettre beaucoup de critiques là-dessus. Mais maintenant, quand je mets l'habit d'auditeur interne, c'est là où maintenant je peux me poser des questions. Et c'est là où je me pose la question. Oui, donc, laquelle alors? La question fondamentale. Voilà, cet article
est issu de cette réflexion en tant qu'auditeur interne. Et les principes de l'audit interne, ce sont des principes internationaux. Ce n'est pas moi qui les ai créés. Nous aussi, nous avons appris tout simplement de ces gens-là. Maintenant, dans l'applicabilité de ces principes, c'est là où on se dit, le Fonds monétaire a failli. Parce que dans la conditionnalité, même dans tous les auditeurs internes qui comprennent la chose, peuvent aussi bien me suivre. Parce que quand on a constaté sur le plan international, au niveau des États-Unis par exemple, que plusieurs entreprises sombraient, avaient des difficultés, on a créé une commission qu'on appelle communément COSO, c'est-à-dire Committee of Sponsoring, c'est en anglais, comité de sponsorisation, comité de sponsorisation pour l'organisation, le COSO en sigle, COSO 1. Maintenant, ce COSO-là a plus évolué par rapport au contrôle interne. Ils ont constaté que nos institutions ou nos entreprises avaient un déficit sur le plan interne, contrôle interne, raison pour laquelle ils ne pouvaient pas bien maîtriser le fonctionnement de la société. Et in fine, on avait toutes ces failles-là qu'on a constatées sur le plan international. Ça, c'est le point de départ. Alors, mais après, et puis c'est une commission sénatoriale américaine, dirigée par un certain Treadway. Donc, c'est pour dire que si eux ont constaté cette faille-là, et que pour améliorer le fonctionnement des institutions comme des entreprises, ils ont mis en place, il faut renforcer les contrôles internes dans les structures. Et dans toutes les banques, ça fonctionne très bien. Ouais. Alors maintenant, ils se sont rendus compte aussi par la suite que vous pouvez améliorer le contrôle interne, mais vous ne saurez pas anticiper tous les aspects. Et la crise peut toujours vous surprendre. Donc, il faut ajouter une autre dimension. C'est ainsi que l'approche risque intervient. C'est-à-dire? Alors, l'approche risque vous oblige à faire quoi? Vous partez de l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement de contrôle, c'est-à-dire votre environnement. Quel est l'état des lieux de votre environnement? Ah, ça, ça et ça. OK. Maintenant, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Par rapport à votre environnement, vous voulez quoi? Donc, vous devez... Ils s'intéressent beaucoup à quelle structure? N'importe quelle structure. Viennent comme ça. C'est-à-dire quand ils viennent, eux viennent pour l'État congolais. Oui, justement. Oui, maintenant, dans l'État congolais, prenons l'État congolais comme structure. Vous, État congolais, vous voulez quoi? Maintenant, il faut définir les objectifs. Oui. Ça, nous sommes dans le COSO maintenant, COSO 2. Vous devez être capable de définir les objectifs. Quand vous avez défini les objectifs, la prochaine étape, c'est identifier les risques. J'ai tel objectif. Mais est-ce qu'il y a des événements qui peuvent m'empêcher d'atteindre ces objectifs? Vous devez analyser tout ça. Quand vous les avez identifiés, ah oui, effectivement, moi je voudrais aller en ville, mais pour aller en ville, je dois prendre un taxi. Mais s'il y a ville morte, je ne saurais pas prendre un taxi. Est-ce que nous pouvons être concrets en parlant de la situation de chez nous ici, en République démocratique du Congo? C'est beaucoup plus facile. Non, comprenons d'abord les principes généraux et nous allons redescendre au niveau du pays. Non. C'est-à-dire, par exemple, les risques. Beaucoup plus savant. Oui, c'est ça. Ah, ok, ça va. Oui. Bon, maintenant, c'est-à-dire, quand nous sommes au Congo, vous, Congolais, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons le développement. Nous voulons que nous ayons de bonnes routes. Nous voulons qu'il y ait de bons hôpitaux. Des hôpitaux, des écoles, tout ça. Oui, tout ça. Oui. Bon, la question, si vous avez besoin de ça, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons avoir de bonnes routes. Oui, ça c'est un objectif. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, on identifie. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir de bonnes routes? Maintenant, on identifie. Oui, si je vais avoir... Pour avoir de bonnes routes, pour m'empêcher d'avoir de bonnes routes, si je manque d'argent, je ne saurais pas avoir de bonnes routes. Donc, le grand risque qu'il faut avoir, n'est pas manquer l'argent. Donc, le manque d'argent est un risque qui peut vous empêcher d'avoir de bonnes routes. Alors, comme aussi les acteurs, les gestionnaires de cet argent. Il faut quantifier. Alors maintenant, comme vous avez besoin d'argent, il faut combien? Ah non, nous avons besoin, pour avoir telle école, nous avons besoin de 15 milliards. Vous avez besoin de 15 milliards? Oui. Maintenant, est-ce que votre tissu économique peut-il vous donner le 15 milliards? Si oui, comment faire ça? Sinon,
qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les 15 milliards. Donc, vous avez déjà identifié vos risques. Est-ce que vous avez un bon personnel? Est-ce que vous avez un tissu économique important? Voilà, vous analysez déjà, vous identifiez ces risques-là. Maintenant, quand vous les avez identifiés, parce qu'il était impossible de régler tous les risques. Mais vous pouvez ne fût-ce que vous dire, sur 50 risques qu'on vient d'identifier, évaluons quels sont les risques les plus importants. Donc, vous passez à la phase d'évaluation. Première phase, identifier. Et puis, deuxième phase, évaluer. Maintenant, quand vous évaluez ces risques-là, vous dites, bon, en tout cas, on ne saura pas atteindre 15 milliards. Commençons ne fût-ce que par, disons, les risques les plus importants à résoudre, c'est les problèmes d'argent, les problèmes du personnel, ou les problèmes peut-être des infrastructures, ainsi de suite. Maintenant, sur les 50, vous choisissez peut-être les 5 premiers ou les 10 premiers. Et ça, vous avez évalué les plus importants par ordre de priorité. Mais c'est de vraies procédures qui peuvent être facilement appliquées dans des structures internationales. Est-ce qu'au Congo, nous avons des fonctionnaires capables d'évaluer de tels risques et puis de proposer des pistes qui peuvent aider l'État à se développer, surtout à amasser des recettes qui peuvent accompagner ces malheureusement, non. Malheureusement. Pourquoi? Parce que je me mets dans la peau maintenant, je parle en tant qu'auditeur interne. Je connais très bien le pays. Malheureusement, aucune structure ne peut nous aider à faire cette gymnastique. Parce que nous parlons des services publics. Que ce soit, moi je parle de l'État congolais en général. Parce que nous avons maintenant l'environnement qui doit l'étudier en premier. Nous devons être capables de l'étudier. 2, nous devons identifier nos risques. Nous devons être capables de le faire. Et c'est une démarche d'abord. Il faut être convaincu que oui, nous allons commencer d'abord par identifier, de connaître notre environnement, identifier les objectifs, définir les objectifs. Après avoir défini, nous allons passer à l'identification des risques. Après avoir identifié, nous allons passer à l'évaluation de ces risques-là. Et après avoir évalué, nous allons maintenant passer au traitement. Traitement, c'est-à-dire, bon, comme nous avons besoin d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il y a un personnel qui n'est pas bien formé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on répond aux questions. Oui, on doit d'abord former le personnel pour tel cas précis. Pas une formation purement générale, mais spécifique. À cela, on doit donner telle formation. À tel, disons, contribuable, on doit dire ceci ou cela. Ça, c'est une phase. Vous traitez ces risques, c'est-à-dire vous donnez des solutions réalistes, pratiques, pour dire que oui, nous avons traité. Parce que quand vous avez traité, donc vous avez donné des bonnes solutions, et des solutions, non pas qui soient adaptées, peut-être qui ne peuvent pas être adaptées par rapport à l'Afrique du Sud, ou peut-être par rapport au Brésil, mais adaptées par rapport à notre réalité. Ok, l'argent va tomber, puisque nous sommes pressés par l'État également. Mais c'est ce qui devient plus difficile, c'est les conditions de remboursement. Tout ça, c'est dans les traitements. Parce que quand on identifie les risques, on dira, mais on a besoin de 50 millions. Est-ce que si on nous donnait 50 millions, nous allons rembourser comment? C'est dans l'analyse. Donc cette analyse-là est une analyse complète. Donc quand on a bien identifié les risques, on traite facilement. Pour rembourser, qu'est-ce que nous allons faire? Ah non, la première année, on ne saura pas avoir les 50 millions ou 20 millions. Nous allons offrir peut-être en gage quelque chose. C'est une façon de traiter. Ou nous allons transférer tel risque à tel qui va nous aider. Donc maintenant, dans les traitements, ça devient une analyse. Et ce traitement s'adapte au Congo, à la RDC. Nos solutions issues de ces traitements peuvent ne pas s'appliquer au Congo-Brazza ou au Gabon. Ouais. Ça, c'est spécifique à notre environnement. Et vous voulez dire que les programmes du FMI, par exemple, ne tiennent pas compte des réalités sociologiques de l'environnement où il intervient? Malheureusement. Ils sont là. Vous pouvez faire des investigations, poser des questions aux experts du Fonds monétaire. Et se limitent plus aux paramètres macroéconomiques, le PIB du pays, ceci, le taux de chômage, tout ça. Voilà les paramètres macro. Mais ne demandez quand même pas au FMI de venir faire fonctionner les ménages. Non, ce n'est pas au niveau des ménages. Maintenant, mais quand vous savez que si vous ne touchez pas aux aspects micro, l'échec est évident. Mais vous ne le faites pas, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous donnez à quelqu'un l'argent, bon, va t'amuser avec, fais ce que tu veux, je sais que tu n'auras pas de résultats. Mais maintenant, si eux ne peuvent pas le faire, parce que nous posons aussi ce genre de questions
à beaucoup d'experts du Fonds monétaire. La réponse est simple, que nous occupons des aspects macro et c'est à l'État de s'occuper des aspects micro. Or, l'approche risque que nous proposons, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Cette approche risque, les fonds monétaires pouvaient en faire une conditionnalité, que nous voulons vous donner de l'argent, chers amis. Mais faites d'abord une bonne analyse. Pour cette analyse, vous devez déterminer quel est l'état des lieux de votre environnement. Vous devez déterminer les objectifs. Et un objectif n'est pas en l'air. Hein. Un objectif qu'on prend au sérieux, nous, auditeurs internes, c'est ce qu'on appelle objectif SMART. C'est-à-dire, S comme spécifique, ça doit être clair. M comme mesurable. Parce qu'on ne doit pas avoir un objectif qu'on ne peut pas mesurer. Ça doit être mesurable. A comme atteignable. Vous devez vous dire, nous pouvons atteindre cet objectif-là. R comme réaliste. Ça doit être réaliste. Ça ne doit pas être un objectif utopique. Et puis T comme temporel. C'est-à-dire, ça doit être fixé dans le temps. On sait que cet objectif, on doit l'atteindre dans 2 mois, dans 2 ans. Ça doit être bien identifié. Donc, quand vous avez fait cette analyse, c'est normal que vous ayez de tels objectifs. Maintenant, quand vous n'avez pas une bonne analyse, une analyse de cette qualité-là, vous dites que c'est le même objectif global. Voilà, M. Dedede, donc je crois que la question est tellement importante qu'on ne peut pas rester trop longtemps sur cet aspect-là, vu le temps qui nous est imparti, c'est la télévision ici. Alors maintenant, spécifiquement en ce qui concerne votre pays, notre pays, la République démocratique du Congo, quelles sont les pistes de solutions? La piste de solution pour en sortir gagnant. Que ce soit pour les pays comme pour les fonds monétaires. Les experts du fonds monétaire savent, quand on parle de l'approche risque, ils ont des experts qui comprennent. Et dans notre pays, c'est la même chose. Tout dernièrement, le mois passé, le 16 septembre exactement, l'Institut des auditeurs internes du Congo, qui est membre de l'IA Global International, parce que le siège se trouve aux États-Unis, mais la filiale Congo a organisé une conférence pendant 3 jours à Béatrice Hôtel. Et moi, j'étais invité pour intervenir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les services publics de l'État aient une bonne gouvernance et une bonne transparence. J'ai développé ça là-bas. Mais le secret, ce n'est pas compliqué. C'est l'introduction de l'approche risque dans le fonctionnement de tous nos services. Aucun service du Congo, aucun malheureusement, n'a intégré cette approche risque. Vous parlez des services publics, Oscar. Même les entreprises publiques, oui. Sauf la Banque centrale, elle est quand même bien organisée. Les services publics, les entreprises publiques, oui, mais nous savons que dans ces structures-là, on n'engage pas les gens sur base des objectifs et il n'y a même pas de profil pour chaque agent dans l'administration publique. Vous pensez que amener encore des théories très scientifiques comme celle-ci, ce serait facile aujourd'hui même? Justement, malheureusement, ce n'est pas très scientifique. Malheureusement, ce n'est pas très scientifique. Ah non, mais c'est-à-dire, nous vivons ça. C'est comme quand il menace de pleuvoir, vous voulez sortir de votre maison pour aller au service. Mais le minimum que vous allez faire, c'est prendre un parapluie pour dire, bon, moi je vais faire les pieds d'ici jusqu'à l'arrêt, j'ai besoin d'un parapluie. Donc vous avez couvert un risque. Donc ce n'est pas compliqué. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire, je sais que ce sont des concepts nouveaux, parce que le COSO, c'est vers les années 90, le COSO 2, c'est vers les années 2010, très exactement. Donc, c'est vieux par rapport à un homme, c'est pas, plus de 5 ans, c'est déjà beaucoup. Mais par rapport à nos pays, c'est encore jeune. Ce sont des nouveaux concepts. Mais qu'on doit obligatoirement intégrer dans le fonctionnement de nos pays, de nos services. Je dis bien obligatoirement. Donc, si on ne le fait pas, nous allons continuer à vivre ce désordre-là, que ce soit dans l'administration publique, dans les entreprises, même la SNEL, la Régie des eaux, ils n'ont pas ça. C'est ainsi que vous constatez. Nous sommes déjà dedans, mais ça dit quoi? Ça dit que tout ce que nous sommes en train de développer ici vient en retard. Non, ce n'est pas que ça vient en retard. Donc, la maladie est là, ça c'est le médicament. Donc, la maladie est là, tout le monde sait que nous sommes malades. Le traitement a déjà commencé. Le traitement c'est ça. Le traitement, c'est ça. Malheureusement, quel service? C'est la DG qui essaie. Mais ce traitement devrait venir en amont, au début. Mais maintenant, non, chaque chose a son temps. On ne doit pas regretter que nous sommes en retard, en avance. Non. Chaque chose a son temps. Maintenant que nous en parlons,
S'ils étaient distraits ou s'ils ne savaient pas, mais ils ont l'information. La DG a déjà commencé, mais la mayonnaise n'a pas encore prise, c'est encore timide. Mais au moins, si moi je me dis auditeur interne, mais ce n'est pas j'ai été formé, et qui m'a formé? C'est l'État. Une spécialisation, nous ne sommes pas nombreux qui avons une telle spécialisation, mais on nous a formés, qu'on nous utilise. Donc c'est pour dire que les connaissances sont... Et puis il y a tout un institut qui parle de ça, qui est ici au centre Lindong, au centre interdiocésain. Ils ont leur siège là-bas. Mais ils peuvent aider aussi les pays et les autres services, tous les ministères, à adopter, disons, à intérioriser cette approche risque. Le Fonds monétaire n'a pas encore fait ça parce que eux disent non, les aspects micro, ce sont les États. Mais quand vous n'avez pas compris l'environnement, si vous ne voulez pas faire ça, alors obligez d'abord les États en disant, si vous voulez que le Fonds monétaire vous aide, intégrez d'abord cette approche, définissez bien les objectifs, faites ceci, faites cela. Comme ça, quand vous aurez défini à votre niveau, nous viendrons pour un partenariat. Mais si on ne fait rien, jusqu'à présent, je vous dis, je répète, j'insiste là-dessus, aucun service de l'État ne peut se bomber les torses pour dire que je suis bien organisé. Rien. Voilà, c'est dommage, monsieur Dieudonné. Nous vous disons sincèrement merci. Le débat n'est pas clos. Nous y reviendrons certainement avec mon confrère. On va y revenir, on fera encore appel à vous, à votre expertise pour approfondir davantage ces choses qui ne sont peut-être pas beaucoup intériorisées. Sinon, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tous ceux qui ont suivi cette émission et à très bientôt, comme c'est promis.